Et c'est une émission en public que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand à l'occasion du 70e anniversaire de la mort du général Leclerc. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous sommes heureux en ce jour anniversaire de recevoir des membres de Sceaux Culture emmenés par Annick Zeltzmann. La ville de Sceaux fait partie de celles qui, au moment de la libération de Paris, ont été traversées par la 2e DB, en l'occurrence par le GTV, le groupement tactique Billotte. En leur compagnie, nous allons donc célébrer le 70e anniversaire de la mort de Leclerc, non sans nous poser un certain nombre de questions sur les mystères qui entourent encore cette mort tragique. Et vous avez invité 2 membres du conseil scientifique du musée du général Leclerc et de la Libération de Paris, Christine Lévis-Touzé et Julien Toureil. Oui, je suis impatient de les entendre, de même que Clémentine Portier-Kaltenbach qui a visité pour nous le musée de Montparnasse en attendant son prochain transfert place d'Enfer Rochereau. Le personnage a tout du héros, la jeunesse, l'audace, l'humanité, la réussite et puis cette aptitude si rare à incarner de grands moments de l'histoire. Le maréchal Leclerc, que nous pourrions appeler général de haute cloque, il ne sera maréchal qu'à titre posthume et Leclerc est son nom de résistance, ce grand soldat donc va se trouver fauché en pleine gloire il y a 70 ans dans des circonstances que nous allons revivre. Alors avant tout, il faut se faire une idée de la stature du personnage. Leclerc, ai-je besoin de le rappeler, c'est l'acteur principal, idéal de 2 des plus belles scènes de toute notre histoire. La première se situe à l'été 1944. Le général américain Bradley lui a donné l'ordre de foncer sur Paris à la tête de sa division blindée, la célèbre 2e DB, droit sur Paris. Tel est le mot d'ordre du général Leclerc qui va faire dans la capitale une entrée triomphale dans un soleil radieux au matin du 25 août, par la porte d'Orléans jusqu'à la gare Montparnasse. Nous avons tous vu, revu ces scènes de liesse populaire autour des colonnes blindées de Leclerc dans Paris, aux alentours de Paris, tout ça au cours de la Libération. Ce moment de légende marque l'apogée d'une longue épopée commencée plus de 3 ans plus tôt au Tchad avec la prise aux Italiens de l'oasis de Koufra par ce bouillant officier nommé colonel puis général par De Gaulle lui-même. Leclerc y a fait le serment de ne déposer les armes qu'après que le drapeau tricolore flotterait sur Strasbourg. En 1941, vous avouerez quand même que ça ne manquait pas d'ambition. Or, Leclerc a tenu parole. Le 23 novembre 1944, à l'issue d'une incroyable ruée à travers les Vosges, la 2e DB prend possession de la métropole alsacienne et c'est notre 2e grande scène de l'histoire nationale. Dès le 26, place Kléber, le général Leclerc passe des troupes en revue. En dépit des Messerschmitt qui survolent encore la ville ici et là, malgré les canons ennemis qui continuent de tonner, la foule entonne la plus formidable, la plus émouvante des Marseillaises qu'on ait jamais chantées. Après quoi, ce sera la campagne d'Allemagne, Leclerc conduisant ses troupes jusqu'au nid d'aigle de Hitler à Berchtesgaden. Vous réalisez à partir de là le prestige énorme de ce soldat de 43 ans tout juste qui, son devoir accompli, rentre enfin, c'est son premier congé depuis 1938. Il rentre chez lui, au château familial de Tailly, à Bellois-Saint-Léonard, près d'Amiens. Tailly, c'était d'ailleurs le nom qu'il avait donné à son propre char. Sa femme est heureuse de le voir, comment ne le serait-elle pas, mais elle ne va pas pouvoir profiter longtemps de son mari puisque dans la foulée, le général de Gaulle expédie Leclerc en Indochine avec l'ordre, ou la mission en tout cas, d'y recréer le corps expéditionnaire. Seulement, la capitulation du Japon, capitulation que Leclerc reçoit pour la France à bord du cuirassé Missouri, va modifier le sens de cette mission. Il entreprend du coup depuis Saïgon de faire revenir la Cochinchine dans l'orbite de la France, puis en 1946, il commence à s'occuper du gros morceau, si je puis dire, du Tonkin au nord. Seulement, il ne tarde pas à s'opposer à l'autorité suprême, le haut-commissaire nommé par Paris en la personne de l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui lui est favorable à une recolonisation dans les règles. Leclerc n'est pas d'accord. Il a compris qu'on ne peut pas revenir à ce point-là en arrière. Il va jusqu'à négocier avec Ho Chi Minh, qu'il considère, je cite, comme un chic type, et il prévoit que le Vietnam sera désormais un État libre, membre de l'Union française. Je n'ai pas besoin de vous dire que ces idées avancées déplaisent beaucoup dans certains milieux et que Leclerc, avec ses positions, disons, libérales, ne se fait pas que des amis. D'ailleurs, il est rappelé à Paris, il va être aussi vite réexpédié en Afrique sur proposition de Juin en tant qu'inspecteur général des troupes terrestres cette fois, et pour faire passer la pilule, on lui a généreusement donné sa 5e étoile. Honnêtement, le général Leclerc commence à devenir embarrassant pour la toute nouvelle République, la 4e du nom.
Comme De Gaulle, il rêvait en effet d'un exécutif fort et non d'un régime parlementaire englué dans toutes sortes de combinaisons politiques. Sa droiture, son efficacité sont très vite légendaires et dans l'opinion, il apparaît de plus en plus comme une sorte de recours. Et d'autant plus que l'agitation sociale, pour ne pas dire l'obstruction, est entretenue à l'époque par la CGT, par le Parti communiste. N'oubliez pas, on est en 1947. Tout ça fait craindre à certains pour la vie démocratique. Avec le recul, d'ailleurs, on prend la mesure de la situation. À l'époque, je pense qu'on l'a vécu plus tragiquement. Il semblerait même que Paul Ramadier, le président du Conseil qui a sorti les communistes du gouvernement, il semblerait donc que Ramadier ait proposé à Leclerc un rôle plus ou moins officiel de protecteur de la République. Nous verrons ce qu'il en est. Bref, pour grossir les rangs des ennemis de Leclerc, aux partisans de l'Indochine française viennent maintenant s'ajouter des politiciens du nouveau régime et même les communistes. Or, Leclerc a trop de franchise, trop d'amour-propre aussi pour cacher ce qu'il a à dire. Sitôt de retour sur ce continent africain où naguère il a accompli tant d'exploits, il prend position contre les Anglais dans le différend sur la possession des importants gisements pétrolifères du Fezzan. On est là dans le sud-ouest libyen. Voilà les services spéciaux britanniques au nombre des ennemis supposés de Leclerc. Et vous me voyez venir avec ma liste d'ennemis. Depuis 70 ans, en effet, certains recensent ou veulent recenser, en tout cas, tous ceux qui auraient pu avoir un intérêt quelconque à la disparition du héros national. Certains n'ont même pas hésité à ranger le général de Gaulle en personne au nombre de ceux auxquels un crime aurait profité. L'ancien chef de la France libre, qui est en pleine traversée du désert à l'époque, ne prenait-il pas ombrage de l'énorme popularité de cet autre général qui, à peu de choses près, prônait les mêmes idées que lui? Sur ce point, vous me permettrez de prendre mes distances. De Gaulle respectait profondément l'homme du serment de Koufra. Il dira même dans son éloge funèbre, avec toute... on peut dire qu'il y a peut-être une petite pointe d'envie, mais avec beaucoup d'élégance, comme toujours chez lui. De Gaulle dira ce qu'a su réaliser Philippe Leclerc de Haute-Cloque, que nous prîmes capitaine pour en faire un général d'armée et de l'ordre du merveilleux. Et d'ailleurs, le 23 novembre 1947, de retour de la cérémonie commémorative à Strasbourg pour le 3e anniversaire, Leclerc s'était arrêté à Colombey-les-Deux-Églises et les rapports entre les deux hommes avaient été tout à fait chaleureux. J'insiste sur la date 23 novembre, puisque là on est 5 jours seulement avant la disparition tragique du général Leclerc en plein désert algérien. En effet, l'inspecteur général, fidèle à ses habitudes, ne s'est pas attardé en métropole. Dès le 26 novembre, il s'est envolé de Villacoublay pour le Maghreb. Le 27, il est à Oran pour assister à des manœuvres militaires. Il en profite pour se montrer optimiste sur la situation politique et militaire. Voici ce qu'il dit aux officiers qui sont là autour de lui à Oran. J'ai vu récemment de très hauts éléments civils et je puis vous assurer que tous, dans la conjoncture actuelle, ont espoir dans l'armée, se rassurant de penser qu'elle a pu maintenir sa cohésion, ses traditions, sa force et compte principalement sur elle comme seul élément de la nation n'ayant pu se maintenir à la hauteur de sa mission. Comme seul élément de la nation ayant pu se maintenir à la hauteur de sa mission. Avouez que ce ne sont pas précisément les propos d'un homme en rupture de banc. Nous voilà donc au matin fatidique du 28 novembre 1947. On est sur le terrain d'aviation de la Senia à Oran, dans l'ouest de l'Algérie donc. De l'avion du général Leclerc, un bimoteur Mitchell. On a donc toute la liste des passagers. On va revenir sur tout ça, bien sûr. L'avion s'apprête à décoller pour Colombey-Char. Vous savez que cet avion va s'écraser dans le désert. Sur la carlingue, en grosses lettres, on peut lire le nom de l'appareil. C'est le même nom que le char de naguère. Oui, Leclerc l'a baptisé Tailly. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Il y a 70 ans, mourait le général Leclerc. Et cet après-midi, sur Europe 1, Franck, vous nous ramenez en ce jour du 28 novembre 1947. Il y a donc 70 ans. C'est le petit matin sur le terrain d'aviation d'Oran-la-Senia. Le général Leclerc s'apprête à prendre l'avion en partance pour Colombey-Char, dans lequel cet avion, il va trouver la mort. C'est l'avion de l'accident. Alors, je me pose quand même une question qu'on est nombreux à se poser aujourd'hui. Quelles sont les conditions météo ce 28 novembre? Justement, Anissa, depuis la veille, la moitié de toute la partie ouest de l'Algérie et le nord du Sahara occidental sont littéralement recouverts d'une vaste dépression, ce qui entraîne sur toute la région des orages, de fortes bourrasques,
À la station météo, 3 équipages analysent les derniers bulletins. Ils sont assez anxieux. On annonce notamment dans le secteur de Colombéchard une alternance de tourbillons de sable et de fortes averses, de quoi évidemment faire réfléchir les plus intrépides. Alors qui sont les 3 pilotes en pleine discussion? Il y a là le pilote d'un Junker 52 qui doit se rendre lui aussi à Colombéchard. Comme il dispose d'une assez faible autonomie, il décide lui de ne pas affronter les intempéries. Il va retarder son vol. Il y a ensuite un certain capitaine Roy, pilote d'un maraudeur B-26, c'est un de ces bombardiers transformés pour le transport de passagers, ce qui d'ailleurs est aussi le cas de l'avion du général Leclerc. Lui doit se rendre à Rabat, mais vu la météo, il renonce à décoller et décide de reporter son départ de 12 heures, en fait jusqu'au prochain bulletin météo. Et le troisième, c'est le lieutenant Desluc, qui, en l'absence de l'habituel pilote de Leclerc, qui est malade ce jour-là, doit mener son Mitchell taillis donc à Colombéchard. Lui est moins libre de ses mouvements parce que le général apprécie très peu les contretemps, faut le dire. N'est pas le genre de chef à prendre en compte la météo un petit peu lorsqu'elle est un petit peu détraquée. Il va très certainement vouloir se rendre comme prévu à Colombéchard où l'attendent notamment un bataillon de la Légion étrangère. Alors, on a beaucoup dit par la suite que ce matin-là, le général Leclerc avait forcé son pilote, un homme qu'il connaissait d'ailleurs assez peu, à décoller en dépit du mauvais temps. Il serait donc en soi responsable de la catastrophe. En vérité, c'est faux, ça. En fait, le général Leclerc n'a pas eu à donner cet ordre imprudent pour la bonne raison que le lieutenant Desluc ne s'est pas opposé au décollage. Alors vous allez me dire, dans ce cas, c'est ce Desluc qui était un irresponsable. Eh bien non, pas davantage. En effet, la vérité semble être plus subtile que tout ça et c'est justement le capitaine Roy, devenu par la suite général, qui devait la révéler. Je cite les termes qu'il prête à l'équipage du Mitchell. On allait décoller pour ne pas provoquer d'éclat et au bout d'un certain temps, une fois en l'air, le général Leclerc devrait bien convenir qu'on ne pouvait continuer et à ce moment-là, on ferait demi-tour sur Oran. Voilà le projet qui avait été formé. C'est ce qui s'appelle la bonne diplomatie. Pourquoi risquer un clash avec un général de très haut rang quand il suffit de décoller pour lui prouver que le voyage va pas pouvoir se poursuivre? C'est certainement, en tout cas, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais d'après les témoins, c'est certainement le parti qu'ont choisi le lieutenant Desluc et ses hommes. Et voilà pourquoi, sans cacher au général Leclerc les mauvaises conditions météo, ils n'ont pas jugé bon pour autant de lui annoncer tout de suite que les dites conditions étaient en vérité catastrophiques. Si catastrophiques d'ailleurs qu'à Colombéchard, leur destination, quand on a su que le général Leclerc avait pris les airs malgré tout, un officier a déclaré « Nous pouvons préparer des obsèques nationales », ce qui était faire preuve d'une perspicacité confinante à la prescience. À Oran, le registre d'embarquement du Mitchell taillis porte les noms de 12 passagers. Le général, bien sûr, et son état-major, sa suite, composée de 4 colonels, un lieutenant de vaisseau, un commandant, un aspirant, ce qui fait 7 personnes, plus les 4 membres d'équipage, pilote, navigateur, mécanicien et radio. Donc 12 personnes, retenez bien ce chiffre. Le vol, en très grande partie au-dessus du désert, s'effectue tant bien que mal dans des conditions donc difficiles. Après 13 minutes de vol, le pilote demande un nouveau point météo à la base de Béchar. Réponse en morse, pluie faible intermittente, visibilité 6 à 10 km, plafond 10 sur 10, vers 500 mètres, sommet bouché, vent secteur sud de 50 à 60 km/h avec rafale. Autant dire que ce n'est pas de bonnes nouvelles tout ça. Mais en même temps, est-ce que ce sont des alarmes suffisantes pour justifier un demi-tour à ce stade-là? Évidemment non, et le vol se poursuit. À 11h46, le taillis passe à la verticale de la station de Bouarfa, on est là en plein désert. C'est là que la voie ferrée du Méditerranée-Niger passe. Et donc, elle conduit cette voie à Colombéchard. Et on se dit qu'on pourrait peut-être s'en inspirer, la suivre pour guide. Seulement attention, ça suppose de voler bas dans un paysage où les collines commencent à pointer leur nez. Quelques minutes plus tard, c'est donc la catastrophe. En l'absence d'appel radio ou de survivants, impossible de dire exactement ce qui s'est passé. En revanche, au sol, le plus extraordinaire des hasards a fait qu'il y a eu un témoin de l'accident. C'était un camionneur en panne tout près de là qui a vu ce bimoteur volant bas et même très bas, beaucoup trop bas, à 15, peut-être même, dit-il, lui, à 10 mètres du sol. Il vole si bas qu'il passe sous une ligne de fil télégraphique et s'en va heurter la voie ferrée du Méditerranée-Niger, dont il va emporter tout un morceau, 15 mètres, avant d'aller s'exploser contre le remblai ferroviaire. L'empennage reste dans le cratère d'impact avec les restes de 3 corps. Le reste de l'appareil est projeté à 40 mètres de là, de l'autre côté du remblai, avec les autres victimes. Il est exactement 12h01 ce 28 novembre 1947. La catastrophe s'est produite entre Oujda et Kenadsa. On est à 17 km au nord de Ménaba, autant dire
à moins de 60 km de la destination Colombéchard. Quand les légionnaires de Colombéchard, ceux-là même que le général devait passer en revue d'ailleurs, quand ils parviennent sur les lieux de l'accident avec les secours, sous la responsabilité du lieutenant-colonel du désert, il portait bien son nom, ce monsieur. Les décombres sont encore tout fumants. Les médecins vont rassembler les restes humains et reconstituer les corps. Vous savez comment ça se passe? Alors, les débris de l'appareil ont beau être éparpillés sur plusieurs dizaines de mètres, il est manifeste que l'avion n'a pas explosé avant de s'écraser. C'est très important de le préciser. Le cratère d'impact est très marqué, il creuse un vaste trou dans le sable. Pour autant, ce cratère est suffisamment superficiel pour exclure une chute de l'appareil à pic qui aurait été consécutive, alors là, cette fois, à une simple défaillance technique. Le rapport dans ces conditions ne peut que s'orienter vers l'erreur de pilotage, rendue possible évidemment par les très mauvaises conditions de visibilité. Là encore, le général Roy a donné une version qui paraît satisfaisante. Le Mitchell, dit-il, peu après son décollage, était passé au-dessus d'une couche nuageuse continue. N'oubliez pas que le pilote a toujours l'intention de démontrer à son illustre passager que les conditions sont trop mauvaises, que la visibilité est trop réduite pour tenter un atterrissage aux instruments, qu'il va donc falloir faire demi-tour. Or, tout à coup apparaît, c'est en tout cas l'hypothèse du général Roy, apparaît un trou dans la couche nuageuse, une véritable fenêtre d'opportunité dont il faut profiter. Le pilote décide de ne pas attendre Colombéchard pour diminuer son altitude. Il profite du trou, il passe sous les nuages. Il va naviguer en s'appuyant sur le tracé de la ligne de chemin de fer. Seulement maintenant, s'il ne veut pas se retrouver de nouveau dans les nuages, il est condamné, vous l'avez compris, à voler extrêmement bas, jusqu'à l'accident qui sans doute a été facilité par une de ces bourrasques dont les bulletins météo de ce jour-là se font constamment l'écho. Jusque-là, l'affaire paraît assez claire, on pourrait presque classer le dossier tout de suite, sauf que vous vous souvenez qu'à l'embarquement à Oran, les passagers de l'appareil étaient au nombre de 12. Ouais. Eh bien oui, ce ne sont pas 12 corps que les médecins de Colombéchard vont reconstituer, pas 12, mais 13. Alors, qui est ce 13e homme qui n'apparaît sur aucun document de vol? Eh bien voilà un mystère qui rebondit. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes aujourd'hui au cœur de ce 28 novembre 1947. L'avion dans lequel se trouve le général Leclerc, héros de la France libre, vient de s'écraser dans le désert algérien. Et c'est une mort qui est entourée de nombreux mystères. Le premier, c'est celui du nombre des passagers. Ils étaient 12 au départ et on retrouve 13 cadavres. Voilà, alors souvent il m'est arrivé de lire, y compris dans des textes qui se voulaient tout à fait sérieux, que cette affaire du 13e homme était une invention, etc. Ce n'est pas vrai, puisqu'il se trouve que moi j'étais au service historique de l'armée de l'air, j'ai eu accès au dossier du général Leclerc à Vincennes, et je peux vous certifier que le rapport officiel mentionne bien, sans aucune ambiguïté, les restes d'un 13e corps. Alors, qui pouvait être cette 13e victime non identifiée? Qui était ce lieutenant X, comme l'ont appelé les experts, ce lieutenant X que les autorités militaires se sont d'ailleurs empressées d'escamoter pour ne présenter à la presque 12 bières, inutile de vous dire. Juste une parenthèse, en essayant de minimiser certains bruits, les autorités militaires ont parfois tendance à les aggraver, vous savez. Et dans cette affaire, le voile de brume qui a volontairement été jeté sur le dossier n'a fait qu'alimenter des rumeurs, c'est toujours comme ça. Après tout, je vous ai dit moi-même que le général Leclerc accumulait depuis un certain temps toutes sortes d'adversaires, voire d'ennemis. Et vous pensez bien dès lors que toutes les hypothèses ont été formulées jusqu'au plus farfelu. Celle que j'aurais personnellement tendance à suivre, c'est la version que vous avez peut-être entendue développée par Alain Decaux. J'ai encore à l'oreille une émission époustouflante sur le sujet, version selon laquelle les déplacements du général étaient suivis de près par un certain nombre d'agents du renseignement, ce qui n'a rien de très étonnant, qui eux par définition n'étaient jamais inscrits sur les rôles, ce qui ne veut pas dire pour autant que le 13e homme ait en quoi que ce soit été nocif à ce vol. Vous avez le droit d'entrer incognito sur un vol sans pour autant avoir été l'artisan de l'accident, bien sûr. Le véritable coupable de l'accident, je crois qu'on doit pouvoir l'identifier à la dépression météo, tout simplement. C'est un accident, mais un accident historique. Dès le 29 novembre, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le texte suivant. Le général Leclerc, qui conduisit les soldats victorieux du Tchad à Alençon, à Paris et à Strasbourg, a bien mérité de la patrie. Vous connaissez la formule. Et donc, moins de 5 ans plus tard, Philippe de Hautecloque, dit Leclerc, sera élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Son corps, rapatrié, arrive à Marseille le 4, ramené en métropole.
arrive à Marseille le 4 décembre 1947 et le 6, il entre à Paris par le chemin exact qu'avait suivi le char du général en août 1944. Vous imaginez l'émotion de ceux qui assistent à cet événement. 3 ans et demi plus tôt, les Parisiens pleuraient de joie. Eh bien maintenant, ils pleurent évidemment d'amertume. Après des obsèques nationales, après que la foule sera venue s'incliner sur la dépouille du général sous l'Arc de Triomphe, il sera conduit jusqu'à l'hôtel national des Invalides pour y être enseveli dans le caveau des gouverneurs. Bonjour Christine Lévis-Touzé, bonjour Julien Toureille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi en ce jour anniversaire qui doit vous toucher forcément. Quand on a consacré une partie de sa carrière à étudier le général Leclerc et tout ce qu'il a pu faire, l'anniversaire de sa mort est toujours une date, forcément. C'est une date, et pour avoir dirigé le musée du général Leclerc, l'animation de Paris, le musée Jean Moulin, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, que oui. l'on ressent pour Jean Moulin. Oui, c'est fort, et parce que c'est un grand soldat. Auréolé de son vivant, Julien l'indiquera tout à l'heure puisqu'il a consacré sa thèse, c'est une légende vivante. Voilà, c'est ça. Hein. Ça explique aussi beaucoup de choses. Pas une légende choses. posthume, pour non, une fois. Non, pas du tout. Ouais. Ça explique aussi beaucoup de choses dans le choc. C'est une déflagration, c'est un choc absolument ahurissant pour la population comme pour les autorités dans le contexte de la fin de l'année. Au-delà de ça, c'est effectivement un grand choc, et même nous, on le vit toujours un petit peu comme tel. Avant de revivre la mort du général Leclerc et d'évoquer un certain nombre d'aspects, je voudrais qu'on reparle de sa vie, bien entendu, une vie sur laquelle je suis passé moi un peu vite et sur laquelle maintenant nous allons nous attarder. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes en direct du studio Merlin pour cette émission. Et nous sommes très heureux d'accueillir les membres de l'association SoCulture. Merci d'être là, vous pouvez les entendre. Voilà, merci au public de nous accompagner aujourd'hui pour cette émission que vous avez consacrée à la mort du général Leclerc. Franck, ça s'est passé il y a 70 ans, jour pour jour. Vous recevez Christine Lévis-Touzé, elle est docteure d'État en histoire, ancienne directrice du musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et musée Jean Moulin. Elle est accompagnée de Julien Toureille, qui est docteur en histoire, et ensemble, ils ont écrit Leclerc, patriote et rebelle, paru aux éditions Ouest France. Alors justement, Julien Toureille, vous avez consacré votre thèse à ce sujet. Leclerc est entré vivant dans la légende. Ce n'est pas une légende tissée après coup. Il est de son vivant un mythe. Complètement. 1945, juste une date, fin de la guerre, et il est au moins aussi populaire que le général de Gaulle. Dès 1943, à Tunis, il est obligé de faire calmer la foule qui scande son nom, parce qu'en même temps, la popularité, c'est quelque chose qui n'a pas encore l'habitude. Et il fait taire la foule et il fait crier « Vive le général Leclerc », mais vive le général de Gaulle, pardon. De Gaulle, oui. Mais quoi qu'il en soit, la popularité, désormais, il va devoir apprendre à vivre avec. Et d'où vient cette popularité extraordinaire, y compris on peut dire dans toutes les couches de la population, pas seulement les milieux informés ou militaires, hein. C'est un homme qui a une popularité partout. Oui, probablement la profondeur des succès, à un moment où il n'y en avait pas beaucoup, dès 1941, mois de mars, coup franc. Il sauve un peu l'honneur de la France, disons les choses, il y a cette dimension-là. Il relève le drapeau. Il relève le drapeau, hein, c'est ça. Il relève le drapeau qui est tombé bas, et dès 1941, coup franc, avec ce serment qui aussi donne un espoir pour l'avenir, et c'est important. Les motifs d'espoir à cette époque-là ne sont pas énormes. C'est un bon élève, si je puis dire, quand il est à Saint-Cyr, etc. C'est un très bon élève. Officier brillant, comme on dit. Oui, complètement. Brillant, 5e à Saint-Cyr, major à l'école de cavalerie de Saumur. Un parcours brillant. Pas un intellectuel, mais un pragmatique déjà, beaucoup de connaissances, une vraie culture historique, une vraie culture littéraire, mais quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui aime le terrain. On a envie de dire d'efficace. C'est le mot efficacité qui vient quand on pense au général Leclerc. Oui, efficacité, à l'époque impétuosité aussi, qu'il va au fur et à mesure apprendre à dompter. À grands coups d'efforts et de redites de la maxime qu'il inscrit dans son portefeuille au dos d'une photo de Charles de Foucault, se commander à soi-même. Oui.
Parce que ce n'est pas toujours simple quand on s'appelle Philippe de Hautecloque de se commander à soi-même. N'oublions pas qu'il est donc un des principaux héros de la France libre. Christine Lévy-Stouzet. Pionnier. Pionnier. Il s'engage très vite en associant sa femme, c'est important. Il cherche à éviter la captivité et tout son parcours de mai-juin 40 est extraordinaire. Il est fort. Et en même temps, il veut associer sa femme à la décision de rejoindre le général de Gaulle. C'est une décision spontanée, immédiate, au nom de sa foi et au nom de ses idées. Parce que pour lui, le patriotisme est une nécessité vitale. Et lorsqu'il passe à Paris en juin 1940, il a un spectacle qui lui fait mal au cœur et il voit Paris occupé, il dit « Paris à plat ventre ». Et ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. Et c'est un Picard. La Somme et sa famille a donné son tribut pendant la Première Guerre mondiale. Alors il voit sa femme, il passe par l'Anjou, il voit sa femme, qui elle, de son côté, a apporté son vieux passeport en disant « on ne sait jamais, ça peut servir ». Et donc il lui fait part de cette décision. Et à un moment donné, la maréchale m'avait confié il y a quelques années qu'il a eu du vague à l'âme quand il a eu sa petite fille de 4 ans sur les genoux. 6 enfants, ça n'est pas rien. Bien sûr, on a dit il n'a pas d'homme, il a une famille. Et il fait des recommandations dans des lettres qu'on publiera avec Julien à sa femme, très belle. N'hésite pas à vendre taillis si votre sécurité, celle des enfants, est en jeu. Oui. Et avec un tableau immédiatement réaliste de ce qu'est l'occupation qui va être dure dans le Nord. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Elle est morte en quelle année, la maréchale Leclerc Mai 1996. 96, oui, donc elle a eu le temps de témoigner, là, dans des périodes relativement récentes. Julien Toureil. Oui, pragmatique aussi déjà, parce que dans cette même lettre, il lui parle de l'essence, en lui recommandant d'accumuler parce que il y aura sans doute très vite une pénurie. Oui, bien sûr. Alors, il faudrait parler de toute l'Afrique. Il faudrait parler du Cameroun, du Gabon, du Tchad, évidemment. On a dit un petit mot du serment de Koufra, la campagne de Tunisie fondamentale. Mais ce pourquoi le général Leclerc reste dans tous les esprits, je crois qu'on peut le dire, enfin il faut l'espérer en tout cas, c'est la fondation de la 2e DB. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'armée, si je puis dire ? C'est un drôle de corps, cette 2e DB. Mais c'est 22 nationalités en voilà, l'état actuel des recherches et au fond, tous les continents se représentaient. Toute confession, quand même 3600 musulmans, mais des juifs. On sait qu'il y a 15%, 14% en fonction des dernières études, de juifs qui ont rejoint la Force en Tunisie et qui s'agrègent à la division en formation au Maroc, puisque l'acte de naissance, c'est 24 août 1943, la suite des décisions et des engagements des Américains de réarmer l'armée à l'époque d'Afrique, qui devient l'armée de la libération après cette période complexe entre Giraud et De Gaulle. Et dominante française libre, parce que Leclerc, c'est le français libre dans sa radicalité. Je reviens juste pour vous dire que lorsqu'il y a l'épisode de Dakar où le général de Gaulle vient en Afrique et il reste très quand même... difficile, là, oui. Mais c'est terrible pour le général de Gaulle, c'est un coup terrible et ils découvrent les uns les autres la guerre fratricide que cela va être. Et il reste... C'est-à-dire que les officiers sur lesquels on croyait pouvoir compter vont en fait se battre contre... il y a devant les plénipotentiaires français libres à Dakar, l'armée Boisson fait tirer. C'est ça. Sur des Français, tire sur des Français. Ils sont tous meurtris. Et Leclerc laisse éclater son ire dans la presse. L'éveil du Cameroun et Cameroun libre. Il disait il y avait un axe Rome-Berlin, il y a un axe maintenant Berlin-Vichy. C'est avant Montoire, c'est fort et on fait corps autour du général de Gaulle. Il y a peut-être un mot que nous n'avons pas employé pour le moment, c'est le mot de caractère. Voilà un homme qui va savoir tenir tête en gros à tout le monde, à Patton, à Thierry d'Argentlieu. Nous y venons dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h sur Europe 1 au cœur de l'histoire du général Leclerc et pour l'occasion, nous avons ouvert les portes du grand studio Merlin à Europe 1 à l'association SoCulture qui nous fait le plaisir de faire partie du public aujourd'hui et nous recevons pour en savoir plus sur le général Leclerc 2 invités, Franck Ferrand, Julien Toureil qui est docteur en histoire, Christine Lévy-Stouzet qui est docteur d'État en histoire, ancienne directrice du musée du général Leclerc et de la Libération de Paris. Et auteurs tous les deux. Et musée Jean Moulin. Et musée Jean Moulin, bien sûr. Et auteurs tous les deux
de Leclerc, patriote et rebelle, un livre paru il y a quelques jours aux éditions Ouest France. Nous parlerons de ce musée tout à l'heure avec Clémentine, ouais. qui est retournée là très récemment. Moi, j'ai pas mis les pieds depuis plusieurs années. Honte sur moi. Vous auriez dû m'inviter plus souvent, Christine Lévy-Stouzet. Je l'ai fait. Vous l'avez fait, oui. Alors, il faut croire que les invitations se sont perdues. dans le Alors, courrier. par hasard. je pense que c'est cela. Oui, sûrement. Bon, Honte alors, à la poste. Julien Toureille, mettez un peu de calme dans cette affaire. Je disais que le caractère du général Leclerc avait eu l'occasion de se manifester contre un certain nombre d'opposants, si je puis dire. Il a tenu des bras de fer. On pense au général de Lattre, bien sûr, mais avant ça, les Américains. Oui, ça commence à Trèves en fait, au sortir de son premier poste. Nous sommes en 1926. Ah oui, là ça commence très tôt alors, voilà, effectivement. Oui. C'est-à-dire il naît avec. Oui. Et donc son commandant à Trèves, en Allemagne, à destination du commandant supérieur des forces au Maroc, envoie un petit mot dans lequel il dit, comme il a un fort tempérament, il demande à être commandé avec doigté. Vous voyez, il y a une origine. Mais alors, s'il n'avait pas su tenir tête, alors il y a peut-être une part de mythe. Là, il faut que vous nous disiez justement quelle est la part du mythe et celle de la réalité dans la façon qu'a eu le général Leclerc de tenir tête au haut commandement américain pour aller libérer Paris, alors que les Américains, eux, n'avaient pas l'intention d'aller libérer Paris. Christine Lévy-Stouzet. Si vous me permettez, c'est tout un petit peu plus complexe que Mais ça. voilà, oui, c'est pour ça. Et donc, c'est le général de Gaulle qui le désigne dès décembre 1943 pour remplir cette mission éminemment politique. La libération de la capitale, c'est important. Et c'est surtout asseoir à l'autorité du général de Gaulle. Vous savez, les préventions de Roosevelt. Il est encore que seul coprésident du Comité français de la libération nationale. Et il faut qu'il se fasse reconnaître comme chef du gouvernement provisoire et de celui qui porte haut le drapeau depuis juin 40. Et Leclerc est au milieu de tout cela. Et s'il le désigne, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que l'audace, la témérité, la rapidité dans l'action, et puis de son expression lui-même, le général Leclerc, dans les campagnes en Afrique, c'est l'armée des pauvres. Oui. Donc il faut faire preuve d'inventivité avec rien et beaucoup. Et il le sait capable de dire non aux Américains. Du reste, ça a été précédé en 1942 d'une période extrêmement difficile du général de Gaulle avec les Américains au moment où on pense à l'Union soviétique, en indiquant tellement les difficultés s'accumulent, et des ordres sont donnés par de Gaulle à ses proconsuls, entre guillemets, au sens noble en Afrique, Eboué, Leclerc, Dargent-Lieu, Catroux, en leur disant de prendre leur distance avec les Anglais et les Américains. Et ils voient l'attitude fidèle, resserrée de Leclerc et qui est capable de désobéir de dire non. De désobéir au commandement américain et de lui pour forcer aller la main, à la mission. limite, hein, c'est ça, de lui forcer la tout main. à fait. Ouais, c'est ça, Et c'est ce qui se passe pour Paris, parce Ouais. qu'au fond, il y a une conjonction, et Leclerc n'est pas le seul acteur, il y a aussi la résistance intérieure. Mais il désobéit aux Américains parce qu'il trouve que la décision vient pas assez vite, et dès le 21, il envoie un escadron aux portes de Paris, non seulement pour reconnaître, mais pour combattre, et cet escadron de Guilbon est plus important que le capitaine Drone avec ses hommes le 24 août au soir. Or, il se fait rappeler à l'ordre. C'est moins symbolique, mais c'est peut-être... Mais plus c'est essentiel. fort, et il n'a de cesse de braver, de forcer les décisions. Il force les décisions, il tient tête, il brave. Il y a des bras de fer avec le général de Lattre de Tassigny. Je voudrais qu'on aille en Indochine, parce que sinon nous n'aurons pas le temps de faire l'ensemble, de couvrir l'ensemble d'une carrière tellement riche. Quel est son rôle réel en Indochine ? On a l'impression que, là encore, confronté à la réalité de la situation, il n'admet pas les ordres qui sont donnés. Julien Toureille. C'est-à-dire qu'il a un point de vue qu'il évolue. En arrivant en septembre, il est effectivement déterminé à obéir aux ordres du général de Gaulle, qu'ils sont de reconquérir l'Indochine. Mais au bout de 3-4 mois de combat sur place, d'être confronté à la situation, son point de vue évolue. Et il est capable de dire... Un homme capable de tenir compte de la situation. Bien sûr, il dit « on ne tue pas des idées avec des balles ». Formule très importante. Alors que Dargent-Lieu, au contraire... Le haut commissaire français. Bien sûr. C'est son autorité hiérarchique. Il a les mains libres que jusque fin octobre 1945, Leclerc, où Dargent-Lieu lui a délégué ses pouvoirs. Après, il est sous la coupe de Thierry Dargent-Lieu. Voilà. Et pour les seules forces terrestres. Et donc, Thierry Dargent-Lieu, à partir du moment où De Gaulle
part du pouvoir en janvier 1946, eh bien, se fait un petit peu le dépositaire du maintien de la France à tout crin en Indochine, alors que Leclerc est dans une position tout de même un peu plus libérale. Oui. Outre le fait que l'amiral Thierry d'Argenlieu, justement dépositaire et chancelier de l'ordre de la Libération, radicalise sa position et se lance dans une croisade anticommuniste, anti-bolchevique, alors que Leclerc voit un sentiment national fort et n'est pas dupe du communisme d'Ho Chi Minh. Et oui, il n'en est pas dupe, et il est encore moins dupe du communisme français, car il est en grande difficulté aussi avec les communistes qui ont une très grande influence à cette époque, jusqu'à ce que Ramadier ne les renvoie de son gouvernement. C'est une période où le général Leclerc a beaucoup d'ennemis, disons les choses. Oui, mais il faut, distinguer les deux périodes. 46, il y a les problèmes de l'Indochine, donc les deux hommes se séparent. Oui, bien sûr, hein. Et ensuite, il y a 47. On change d'échelle. C'est les grèves insurrectionnelles, communistes, etc. Et Leclerc, vous l'avez indiqué tout à l'heure, a anticipé son voyage d'inspection en Afrique du Nord et Corée. Mais comme beaucoup de grands soldats et de résistants qui sont impliqués pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont navrés de revoir ces climats de dissension profonds sur fond de guerre froide. Et on sait que sur son agenda en octobre, il a rencontré Ramadier. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'écrit. On lui a proposé, par témoignage recoupé, d'être gouverneur militaire de Paris pour faire le gendarme. Il refuse. C'est la 3e fois qu'il refuse. Oui. Il a refusé après Paris et d'autres avant. Vous l'avez dit, c'est un homme qui sait dire non. Nous parlions tout à l'heure hors antenne, pendant l'interruption, des travaux menés au service historique de l'armée de l'air, à l'époque où le service historique de la défense n'avait pas encore fusionné, sous l'autorité du général Sylvestre de Sacy, qu'il faut saluer. On peut dire qu'il y a, aux archives des armées, des dossiers très intéressants sur toute la carrière de Leclerc et évidemment sur les circonstances de sa mort. Alors que peut-on dire de cette mort, Christine Lévy-Stouzet? Est-ce que on va s'y mettre à deux. Voilà. Alors j'allais dire, première chose, accident mystérieux. Voilà. Si on doit dire aujourd'hui, 70 ans après une conclusion, c'est cela. 2, et très synthétiquement, l'armée de l'air, les défauts du B-25. Aménagé avec une couchette. En transport, bah oui. En transport, c'était un bombardier au départ, américain. Oui. Ben, on fait avec ce qu'on bombardier lourd, bombardier lourd. Oui, et on fait avec ce qu'on a dans cette période on manque de tout. C'est la reconstruction, mais on manque de moyens. Aménagé par le parc de montage de l'armée de l'air de Casablanca, et dont on sait que ça a accentué un défaut de centrage de l'appareil. Important. Pool de pilotes. Il n'y a pas un pilote attitré. Voilà. Il y a un pool de pilotes attitrés. Et où je corrige volontairement concernant le pilote, c'est que c'est un pilote des forces aériennes françaises libres qui a à son actif 2500 heures de vol. Et je dis ça parce que les forces aériennes de la France libre ont connu 60% de pertes. Donc s'il s'en est tiré, c'est qu'il a du talent de pilote. Oui, c'est un bon, parce que immédiatement, imaginez, il y a un drame et il y a une famille en plus dont on accuse les faiblesses du pilote. Alors, Hugues Sylvestre de Sacy, le général, a consulté, parce que nous avions organisé un colloque en 1997, et je lui avais demandé d'aller. Et vous connaissez, je me rappelle très bien, l'histoire, oui, tout à fait, de ce rapport de la commission d'enquête qui se trouvait à l'armée de terre, du reste. Curieusement. Depuis, d'autres pièces. Mais comme il le disait récemment dans un documentaire qui est paru, auquel on a contribué, on verse ce que l'on veut dans les archives. Oui, je suis une historienne, j'ai fréquenté Vincennes pendant 40 ans. Vous aussi, vous êtes réaliste, comme Leclerc, finalement. Mais au-delà de ça, l'autre élément, c'est aussi que le 3e homme est un officier de l'armée de l'air, mais dont on ne connaît pas l'identité, qui est enterré en Algérie. Alors, il y a des photos dans les collections du musée. Tout à fait. On a des photos où on voit un père et le résident général Join bénir les 13 cercueils. Et au moment où les 12 vont partir par l'Émile Bertin, qui fait référence à l'Indochine pour Leclerc, le 13e cercueil reste sur place et le corps au cimetière du Prince-Eugène, etc. En l'état actuel des recherches, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Très important de le dire. Merci beaucoup. On aurait eu tellement de choses encore. Je vous propose, avec Clémentine Portier-Kaltenbach, d'aller visiter justement ce musée, ce mémorial du maréchal Leclerc de Haute-Loc et de la Libération. Musée, pardon. Avec beaucoup d'objets. Et le musée Jean Moulin, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et après avoir parlé du général Leclerc, il est temps maintenant d'aller visiter son musée, le musée du général Leclerc et musée de la Libération de Paris et musée Jean Moulin. Et elle l'a fait pour nous, elle a visité le musée et elle va vous en parler. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck, bien sûr avec joie, et d'ailleurs je vais m'empresser de redorer mon blason à vos dépens Franck, car ce musée mémorial Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris et musée Jean Moulin, je l'ai visité 3 ou 4 fois depuis sa création en 94, et c'était à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération de Paris. Je dois dire que comme amoureuse de Paris et de ses musées, il me semble que ce musée a un peu pâti de son emplacement. Il est situé dans un endroit relativement introuvable, au-dessus de la gare Montparnasse, face au jardin Atlantique. Oui. On l'appelle la Dalle. Alors il est à la fois un peu mal placé et mal indiqué, et pourtant c'est un très intéressant musée dont l'accès par ailleurs est gratuit. Alors pourquoi ce lieu a-t-il été choisi ? C'est un lieu hautement symbolique naturellement, parce que c'est dans l'ancienne gare Montparnasse que le général Leclerc installe son poste de commandement le 25 août 1944. C'est là que von Choltitz, le commandant du Grosse Paris, va signer une vingtaine d'ordres de cessez-le-feu ordonnant la reddition des points d'appui allemands dans Paris. C'est là enfin le lieu de réunion des résistants de l'intérieur et de l'extérieur, puisque Roll Tanguy, qui est alors le chef des FFI d'Île-de-France, et le général Leclerc y accueille le général de Gaulle. Côté Jean Moulin également, bien sûr, c'est un endroit hautement symbolique, puisque Jean Moulin aimait beaucoup ce quartier de Montparnasse, où sous son nom de peintre romanin, eh bien, il fréquentait les artistes de l'école de Paris, Chaïm, Soutine, etc. J'imagine donc, que s'il y a musée, c'est qu'il y a eu donation. Il y a eu 2 donations. Il y a eu à la fois la donation de la Fondation Leclerc de Haute-Cloque. Il y a beaucoup d'objets qui ont été donnés par les anciens de la 2e DB. Et puis, il y a aussi une donation, le legs d'Antoine Sass, qui était une peintre résistante, amie de Jean Moulin. Elle a fait don d'un certain nombre d'objets en 87 à la ville de Paris, à la condition expresse qu'un musée serait consacré à Jean Moulin par la suite. Donc en fait, c'est un musée qui est consacré à 3 compagnons de la Libération, à la fois Jean Moulin pour les forces de la résistance intérieure, au général Leclerc, mais aussi à la ville de Paris, la ville de Paris étant ville compagnon de la Libération. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui du général Leclerc, qu'est-ce qu'on a du général Leclerc Alors, il y a évidemment une quantité de documents, d'affiches d'époque, des journaux, des photographies. Tout le parcours du général Leclerc est retracé, et en parallèle celui de Jean Moulin. Il y a en fait 3 salles. Il y a Jean Moulin, Leclerc, et ensuite une 3e salle qui illustre la libération de Paris, qui était le but ultime vers lequel ont tendu chacun de leur côté ces 2 hommes. Mais parmi les objets personnels du général Leclerc... Parce que c'est votre affaire, ça, les objets. Alors oui, vous. Moi je suis particulièrement touchée. J'ai un fétichisme, oui, n'ayons pas peur des mots. Mais je pense que accéder par ces objets à l'intimité d'un personnage, c'est très important. Donc j'étais particulièrement émue naturellement par sa canne, parce qu'il y a très peu de photographies du général Leclerc où il n'est pas avec sa canne. Son burnou au Maroc, sa carte d'identité à Londres, établie le 28 juillet 1940. Donc voilà un homme qui n'a quand même pas tardé à rejoindre le général de Gaulle. Son pactage, sa vareuse portée au Tchad et en Tunisie. Moi, je dois dire que ça m'émeut énormément. Alors des objets un peu plus pittoresques et moins sensibles, comme le poste de radio du maréchal Goering. Si on devait retenir un objet. Alors moi, l'objet qui m'a le plus touché, madame, je serais curieuse de savoir quel est le vôtre. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est ce petit agenda sur la page intérieure duquel le général Leclerc, qui devait avoir choisi à ce moment-là son pseudonyme pour protéger sa famille, il essaye sa nouvelle signature. Et donc sur cette petite page de garde, 6 fois de suite, il écrit Leclerc de façon différente en essayant de trouver une signature crédible. Je vois qu'il est reproduit dans ce livre. Et là, je trouve que toute cette histoire, elle pourrait se retrouver dans cette fausse signature et ce pseudonyme. Et là, vraiment, c'est magnifique. Rien que cet agenda fait mériter le déplacement. Le livre en question, c'est un très bel album publié par les éditions Ouest France qui s'appelle Leclerc, patriote et rebelle, avec énormément d'éléments, une historiographie épluchée, si je puis dire, des documents incroyables. C'est un très très beau livre, vraiment. 300 documents. 300 documents. Je voyais notamment une affiche de la Kermesse aux étoiles qui montre à quel point, dans le parc des Tuileries, encore dans les années qui ont suivi sa mort, on se réunissait en mémoire du maréchal Leclerc. Merci. Il y avait des vedettes, dont Jean Gabin et ancien de la dernière DB.
L'exposition est magnifique, elle vaut le détour aussi. Et dernière chose que je dirais pour ma collègue qui m'a succédé et pour la ville, les musées sont transférés à Denfert-Rochereau pour le 25 août 2019. On constate ce mauvais fonctionnement et de cette mauvaise visibilité. Oui. Décidément, il va falloir que nous mettions les bouchées doubles avec Clémentine pour renvoyer les gens visiter tous ces musées qui sont tous au même endroit maintenant, pour l'instant. Quand est-ce qu'ils déménagent ? Là, cet été, en août, et puis ça rouvre en août prochain. Il ferme en juillet. Vous pourrez joindre ma collègue Sylvie Zedman et il a encore un programme. Et 25 août 2019, dans les locaux, en les face des bâtiments catacombes. Nicolas Ledoux à Denfert-Rochereau, au-dessus du PC de Roltingui, au débouché de l'avenue du Général Leclerc, ex-avenue de la Porte Ce qui ne d'Orléans. tombe pas mal. Merci beaucoup. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.